Café Filosófico de hoje, um diálogo com o linguista e filósofo búlgaro Tzvetan Todorov. Para ele, a democracia está ameaçada por uma desmedida convicção de que os regimes democráticos são necessariamente a encarnação do bem. J'ai vécu pendant 24 ans et les premières 24 années d'une vie sont des années qui vous marquent à jamais car le caractère, la personnalité se forment pendant ces années. Todorov nasceu em 1939, na Bulgária, país de história política conturbada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Bulgária aliou-se à Alemanha nazista, apesar da oposição popular. Хитлер и Риббентроп приемат Залцбург, Филов и външния министър Иван Попов, които настояват за връщането на Южна. Mas em 1944, prevendo a derrota do Eixo e temendo a proximidade das tropas soviéticas, o país tentou mudar de lado, chegando a declarar guerra à Alemanha. Mas era tarde demais. Poucos dias depois, os soviéticos ocuparam a capital búlgara e estabeleceram um governo comunista no país. J'ai vécu donc pendant ces années en Bulgarie, la Bulgarie qui, à partir de 1944 et jusqu'à mon départ en 1963, près de 20 ans plus tard, était un pays sous régime communiste. Foi sob esse regime totalitário e intolerante a qualquer oposição que Todorov cresceu. Et alors qu'au début, c'était un régime qui se présentait comme un régime neutre, combinant différents partis antifascistes, très rapidement, il s'est transformé en un régime de véritable dictature qui a été particulièrement brutal jusqu'à la mort de Staline en 1953, mais qui, jusqu'à mon départ en 1963, 10 ans plus tard, continuait à rester un pays couvert d'un réseau de camps de concentration. Donc on ne pouvait absolument pas parler d'un lieu où une expression libre de la pensée fut possible. Je sais que c'est un peu déroutant. We're more interested in the past. Now you mentioned some writers from. Donc la démocratie, la véritable démocratie, les principes de la démocratie étaient quelque chose de désirable. Peut-être que nous idéalisions le mode de vie des pays occidentaux, de la France ou de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, de l'Italie, etc. Mais en tout cas, il était évident pour nous que ces pays bénéficiaient non seulement d'une opulence, d'un confort dans la vie quotidienne que nous n'avions pas, mais aussi qu'il y avait effectivement une véritable liberté de l'individu, de liberté d'expression, liberté de décider de comment va se dérouler votre vie personnelle, totalement absente en Bulgarie. Ce cadre idéologique et social m'a très fortement influencé. Je suis devenu quelqu'un qui n'était pas du tout un dissident, pas du tout un protestataire, parce que je dois dire que dans les premières années surtout, et donc jusqu'en 60, 62, 3, être quelqu'un qui proteste, qui s'oppose, était une stricte impossibilité. À la première manifestation de cette opposition,
vous étiez emprisonné ou envoyé dans une colonie pénitentiaire qui faisait qu'il n'y avait pas d'opposants en liberté. Mais cela ne voulait pas dire que intérieurement nous étions indifférents, qu'en réalité il y avait en Bulgarie mais aussi dans les autres pays de l'Est tout ce chapelet de pays qui vont de la Bulgarie jusqu'à la Pologne, jusqu'aux pays baltes. Il y avait un attachement très fort envers les valeurs démocratiques, l'idéal démocratique. Donc quand je suis venu en France, je bénéficiais de cette liberté nouvelle. Dans les premières années de mon séjour en France, je m'étais interdit, plus ou moins consciemment, je m'étais interdit de m'occuper de questions politiques. Parce que je trouvais que la politique était une saloperie, que la politique c'était une pure perte de temps. On réfléchissait à des questions politiques alors que tout était décidé ailleurs. On n'avait aucune prise avec le monde politique. Et je dois dire, tout au long de ces premières années, donc après 63, je négligeais d'acheter même le journal quotidien pour savoir qui était au gouvernement. Tous ces gens du gouvernement, tous pareils, tous menteurs, je n'avais aucune envie de les connaître. Il a fallu que passent des années. En 73, donc 10 ans après mon arrivée en France, je suis devenu citoyen français, j'étais naturalisé, j'ai commencé à voter, donc je devais un peu décider pour qui. Je commençais à avoir des opinions politiques. Et petit à petit, mon centre d'intérêt a évolué. J'ai cessé d'être un pur littéraire pour m'intéresser de plus en plus à des questions d'anthropologie, d'histoire, de sciences politiques, de sciences morales, car c'était ce par quoi je me sentais concerné. Mais je continuais de ne pas toucher à la question de la démocratie ou du totalitarisme. Ce n'est qu'au moment de ce qu'on appelait la perestroïka, dans les dernières années avant la chute de l'Empire soviétique, que le bouleversement concernant l'Europe de l'Est a commencé à agir à l'intérieur de moi. A perestroika foi uma reforma política e econômica da União Soviética que abalou profundamente a Bulgária e os demais países comunistas do leste europeu. Perestroika é reestruturação e traçava as linhas de um novo posicionamento político e econômico do Partido Comunista diante do fracasso da União Soviética. O que se passou a partir de então foi a dissolução da União Soviética, sem que necessariamente os partidos comunistas saíssem do poder. Um dos grandes símbolos da derrocada comunista foi a queda do Muro de Berlim, que por 28 anos separou os lados orientais e ocidentais da capital alemã. Donc j'étais resté jusqu'à un certain point encore un Européen de l'Est jusqu'à cette époque, et il a fallu que le mur tombe pour qu'un tout petit mur dans ma tête s'effondre aussi et que je puisse me dire, mais je m'occupe librement de tout ce qui me concerne, de tout ce qui me touche de près. Et puis, les années ont continué à passer, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi que les choses se produisent, et c'est vers l'an 2000, c'est-à-dire 10 ans plus tard encore, que j'ai eu le sentiment qu'il n'était plus possible de me contenter de dire que la démocratie c'était mieux que le totalitarisme, ce qui, après tout, devenait plus qu'une évidence. Il n'y avait personne qui crut le contraire. Donc j'enfonçais un peu une porte ouverte en continuant de démontrer la supériorité des régimes démocratiques par rapport au régime totalitaire.
Et je me rendais compte de plus en plus que les gens parmi lesquels je vivais, en France ou dans d'autres pays où je me rendais, ne pouvaient pas se sentir heureux simplement parce qu'ils ne vivaient pas dans un pays totalitaire, puisque cette possibilité était exclue, elle n'existait pas. Et s'ils n'étaient pas heureux, c'était pour des raisons propres au régime dans lequel ils vivaient. Donc j'ai commencé à retourner un regard de plus en plus critique vers le monde même dans lequel je vivais. Un regard critique qui était bien sûr donc influencé d'abord par mon expérience ancienne et qui me faisait critiquer la société totalitaire, mais qui m'avait éduqué d'une certaine manière à juger le présent, la réalité environnante, par rapport à un idéal politique et moral, car la réalité n'est jamais à la hauteur de son projet, de son idéal. Elle est toujours une réalisation imparfaite, dans le meilleur des cas, de cet idéal. Ma première réaction aux faiblesses de la démocratie, c'était la tentation du bien. La tentation du bien, c'est cette illusion qu'on peut apporter le bien à tous, pourvu qu'on se donne des forces nécessaires, et donc en particulier les forces militaires. Impõe-se então a ideia de que a vontade humana, desde que se torne comum, pode fazer reinar o bem e trazer a salvação a todos. E esse feliz acontecimento não se produzirá no céu após nossa morte, mas aqui e agora. Le premier exemple en avait été le bombardement suite à l'indépendance, à la déclaration d'indépendance du Kosovo, où l'OTAN, c'est-à-dire un organisme militaire, a soudain déclaré la guerre à un pays souverain qui était la Yougoslavie, et c'était une situation assez paradoxale que de voir un organisme militaire déclarer la guerre. Parce que ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne, aucun pays n'a déclaré la guerre, ni les États-Unis, mais NATO. Donc il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui touchait au principe même de la démocratie. 2 ans plus tard, il y a eu la guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak dont l'inanité était évidente bien avant qu'elle n'ait lieu et qui était annoncée, préparée. Je me suis donc senti, et c'était pour la première fois de ma vie, appelé à réagir à un événement politique en cours qui était cette guerre annoncée. Et j'ai écrit un tout petit livre, une sorte de brochure qui s'intitule « Le nouveau désordre mondial », qui était consacré à la préparation de la guerre d'Irak. Et donc, lorsque la guerre d'Irak a eu lieu, nos pires attentes se sont réalisées. A primeira vítima da guerra é a verdade. Esta famosa frase carrega uma triste constatação, que a batalha de números em torno das vítimas da guerra do Iraque confirma. Entre os dados do exército americano e os de organismos internacionais de observação, a diferença é de 1 milhão. 100 mil mortos ou 1 milhão de mortos, talvez não saibamos nunca. Mas em nenhum dos casos o horror de uma guerra poderá se apagar. Cette guerre qui était censée venger les attaques contre le World Trade Center, contre les tours jumelles, où 3000 Américains avaient péri à la suite d'un attentat, où il s'était avéré qu'il n'y avait pas le moindre rapport entre Al-Qaïda et le gouvernement de Saddam Hussein,
où il s'est avéré que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive comme il avait été annoncé. Donc, tous ces prétextes fallacieux, mais dont le caractère mensonger était évident pour tout observateur impartial avant le début de la guerre, m'ont vraiment bouleversé, parce que à ces 3000 morts d'un côté, a correspondu 1 million de victimes de l'autre. C'est-à-dire un véritable génocide qui échappait à cette qualification simplement parce qu'il était accompli par nous. Nous voulant dire l'Occident, les pays qui se sentent dépendants des États-Unis et qui donc ne vont jamais élever une protestation contre la politique états-unienne. Os promotores das guerras revolucionárias pedem que a fraternidade seja exportada para toda parte, se necessário pela força dos exércitos. Somente dessa maneira se pode atingir este objetivo verdadeiramente superior, a paz perpétua. Mais pour ce livre dernier, j'ai cherché à élargir mon point de vue, car justement, j'ai eu l'impression que de nos jours, la démocratie souffrait plus que tout le reste de ces perversions, de ces détournements d'elle-même, qu'elle n'était pas menacée par le terrorisme islamiste ou par les théocraties du Moyen-Orient ou par la Corée du Nord qui continue d'être un régime communiste un peu délirant, ou par Cuba, mais par cette propre hubris, par cette démesure dans ses convictions, dans sa certitude d'être l'incarnation du bien, qui se retournait contre elle. Donc tous ces nouveaux développements de la démocratie ont été postérieurs à la chute du mur de Berlin, appelons-le ainsi pour avoir un événement symbolique, et nous sommes entrés dans une nouvelle période qui n'est pas terminée, bien sûr, qui peut encore beaucoup changer, mais où je considère qu'il y a des aspects de la démocratie qu'il est important de pointer du doigt et de critiquer. No próximo bloco, a democracia ameaçada. On peut vaincre les empires par la force des idées. O Café Filosófico volta já. Para o linguista e filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, a democracia está ameaçada por uma desmedida convicção de que os regimes democráticos são necessariamente a encarnação do bem. Uma ameaça que é fruto de suas próprias contradições. Je pense qu'il y a tout à fait la possibilité de la fin de la démocratie, mais je pense que ça se produira sans changer de nom. Nous allons toujours parler de démocratie, mais il n'y aura plus de démocratie. Je me demande si on peut parler de démocratie dans un pays où il est possible d'acheter quasiment le vote de ceux qui vont vous élire. Vous savez qu'aux États-Unis, les deux candidats à la présidence ont des budgets qui se chiffrent à des millions de dollars. Je pense que si on prenait quelques reculs par rapport au présent et on se disait mais la démocratie, le choix de nos dirigeants, est-il nécessaire que ces dirigeants disposent de 20, 25 ou 30 millions de dollars pour pouvoir être élus?
Est-ce que ce n'est pas plutôt que ce sont des forces économiques, des puissances d'argent qui parviendront à imposer leurs candidats? Le fait que la Cour suprême aux États-Unis a autorisé les entreprises de financer les candidats à toutes les échelles, à toute l'échelle des élections, est un coup très dur contre la démocratie, parce que de nouveau, la volonté du peuple se trouve, puisque c'est ça la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais ce pouvoir se trouve soumis à la puissance de l'argent. Lorsque les puissances économiques décident que tel candidat ne mérite pas de devenir représentant du Missouri ou de l'Ohio, mais si on investit 20 millions de dollars, on peut être sûr qu'il ne sera pas élu. Ce n'est pas difficile par une campagne de presse négative, de calomnie si nécessaire, de pièges dans lesquels il va tomber, de scandales qu'on va découvrir concernant son cousin, son frère, sa femme, sa fille. Bref, de nos jours, la démocratie est sérieusement menacée, disons, par la puissance de l'argent, par la puissance donc des oligarchies, c'est-à-dire de petits groupes de personnes qui disposent d'une telle force de frappe économique que le pouvoir politique devient un appendice du pouvoir économique. Et cela, ce n'est plus la démocratie. As democracias locais deixaram de ser regimes verdadeiramente democráticos. O que chamamos de democracia nem sempre corresponde aos ideais de uma democracia. Mas será que há salvação para o modelo democrático? A construção de uma política global poderia conter a erosão da democracia? Je pense que c'est un rêve qui n'est pas destiné à se réaliser. Et pour une raison structurelle, c'est que, tout comme la justice sans la force est un vain mot. On ne peut pas dire « je défends la justice, je veux que les coupables soient punis et les justes récompensés » si je n'ai pas les moyens d'imposer la loi. À l'intérieur d'un État, ce moyen s'appelle la police, les tribunaux, et donc les décisions prises par un gouvernement, les représentants du peuple, ils peuvent être réalisés. Je dis cet exemple parce que maintenant, transposons-nous au niveau mondial. Pour qu'un gouvernement mondial existe, il faut qu'il ait une armée à sa disposition. Or, les armées appartiennent aux États. Donc, dire on va créer un gouvernement mondial, puis l'armée des États-Unis va, par exemple, servir de gendarme du monde, mais c'est la situation actuelle, justement, et c'est évidemment pas un gouvernement élu par les autres peuples. Cette armée, quelle que soit son impartialité, à supposer qu'il y en ait une, va toujours favoriser les intérêts du pays dont elle vient. Donc je pense qu'il n'est pas possible d'imaginer un gouvernement mondial, je veux dire un gouvernement mondial désirable. On peut imaginer, mais qui serait effrayant, qui serait une sorte de tyrannie exercée à l'aide d'une arme absolue, de sorte que tous les gouvernements du monde feraient acte d'allégeance au gouvernement le plus fort, lequel leur dirait « sinon, je vous extermine ». Bon. Mais à partir de là, tout ne se vaut pas. Et personnellement, je pense que l'idée d'un monde multipolaire est ce vers quoi nous devrions tendre. Cela veut dire des groupes de pays qui sont suffisamment forts
pour qu'on ne puisse pas les attaquer de l'extérieur et qui établissent un certain équilibre sur la surface du globe, qu'aucun pays ne soit suffisamment fort pour dominer tous les autres. Donc, comment y parvenir? Eh bien, il me semble par une évolution intérieure, parce que, à mes yeux, les États-Unis dépensent beaucoup trop d'argent pour entretenir cette armée ultra puissante. Dans le passé plus lointain, mettons, revenons, je ne sais pas, quelques 50 ou 100 ans en arrière, les États-Unis étaient un pôle d'attraction pour le monde entier parce qu'ils semblaient incarner un idéal de prospérité, de liberté individuelle. Les immigrés du monde entier aspiraient de s'y rendre. La puissance des idées ne doit pas être sous-estimée. On peut vaincre les empires par la force des idées. De nos jours, les États-Unis sont devenus un peu un repoussoir. Dans beaucoup de pays du monde, on les perçoit comme une puissance maléfique puisqu'elle veut maintenir son hégémonie. Je crois qu'ils ont perdu au change. Lorsque le président Obama a été élu, il a tenu des discours qui allaient dans le sens de ce que je viens de dire. Mais au contact avec la réalité, Obama a beaucoup transformé son projet parce qu'il a compris que la société américaine désirait autre chose et qu'il n'allait jamais être réélu, ni même être capable d'imposer les réformes qui lui tenaient à cœur, s'il ne flattait pas d'une certaine façon cet orgueil du pays, comme quoi il est chargé il a un rôle exceptionnel, il est chargé d'une mission qui est d'apporter le bien au reste du monde. Il y a une formule, je ne suis pas sûr, the country on the hill, c'est un peu le pays qui se trouve sur la montagne, qui incarne le bien et qui doit apporter le bien aux autres. C'est une vision un peu religieuse, mais c'est un pays profondément religieux aussi. A beleza salvará o mundo? La beauté, c'est celle du geste humain, d'offrir, de mettre du sens dans son existence. O Café Filosófico volta já. A beleza salvará o mundo. Essa é uma das frases mais conhecidas do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Ela aparece no seu romance O Idiota. É uma fala do seu personagem principal, o príncipe humanista Mishkin. E foi essa frase que Todorov escolheu para intitular um de seus livros. Mas afinal, que beleza é essa que tem tanto poder? Je dois d'abord préciser que la beauté en question n'est pas la beauté des fleurs ou la beauté du ciel couchant, mais quelque chose de plus profond qui concerne notre existence même. C'est le sens que Dostoïevski avait mis dans cette formule qui figure dans L'Idiot, un de ses romans, où le prince Mishkin l'emploie à 2 reprises, la présente comme une de ses devises, comme une règle de vie. Et mon livre, je vais d'abord dire un mot de mon livre avant de revenir au fond de la question. Mon livre raconte comment quelques grands artistes, poètes, essentiellement écrivains,
de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont interprété cette formule, ont cru pouvoir dédier leur existence même à la création de beauté. Oscar Wilde d'une certaine manière, Rainer Maria Rilke d'une autre, Marina Tsvetaeva d'une troisième encore. Et dans les trois cas, c'est une catastrophe qui est le résultat de ce choix. Donc c'est une chose inquiétante en fait pour cette formule, puisque on a l'impression que cela conduit à la dépression, à la déchéance, sinon au suicide. Mais mon interprétation est que c'est parce que cette formule était interprétée à la manière de l'idéologie de la vision romantique, qui établissait une rupture brutale entre l'idéal et le réel, qui voyait cela comme une opposition, où le ciel était séparé par un abîme de la terre. Or, et là je reviens au fond de la question, chez Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. La beauté, c'est celle du geste humain, c'est celle du rapport humain, c'est la possibilité d'aimer les personnes autour de soi, d'être généreux, d'offrir, de mettre du sens dans son existence. Et la vie du prince Mychkine, qui d'ailleurs elle-même n'est pas une vie heureuse à la fin, mais elle correspond à cet idéal dans la mesure où le prince a dédié sa vie à la vérité et à l'amour. Donc, si on le prend dans ce sens, on renonce à cette rupture entre ciel et terre, entre idéal et réel, mais on essaye de révéler la beauté des gestes quotidiens eux-mêmes. C'est au fond de cela aussi qu'il s'agit dans la beauté qui sauvera le monde. C'est parvenir à charger de sens et de vérité les gestes les plus quotidiens, nos rapports avec les personnes que nous côtoyons, avec notre métier, avec nos enfants et donc aussi avec notre travail. Je pense que représenter le monde n'est pas quelque chose de facultatif qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Je pense que nous représentons tout le temps, depuis que nous sommes nés jusqu'à nos derniers jours. Nous percevons le monde autour de nous et nous bâtissons dans notre esprit des représentations. L'art représentatif et la littérature sont comme un condensé, comme une quintessence de cette caractéristique commune à tous. Nous bâtissons des récits sans arrêt. Nous nous racontons notre propre vie pour pouvoir savoir ce que nous avons vécu. Vous passerez la journée aujourd'hui avec moi, avec d'autres personnes, et le soir, avant de vous endormir, vous récapitulerez un peu cette journée et vous bâtirez un récit qui ne sera pas un récit de Dostoïevski, mais la différence est seulement de degré et non pas de nature. Nous sommes tous des fabricateurs de récits, de fabricateurs de poésie aussi, parce que nous cherchons à trouver les mots les plus justes de notre expérience, pour désigner notre expérience. Et nous ne sommes pas tous des peintres, en tout cas je suis un peintre degré zéro, mais nous avons tous des représentations mentales
que certains d'entre nous sont capables d'extérioriser. Pour parler un peu plus concrètement de la littérature, qui m'est plus proche et qui aussi est plus universelle encore que la peinture, contrairement à ce que pensaient les romantiques, je crois qu'il y a une continuité ininterrompue entre les formes d'art les plus populaires, les petites plaisanteries que nous échangeons, que nous pouvons entendre, les récits que quelqu'un peut nous faire dans la rue, et la maîtrise qu'un écrivain peut trouver dans ses œuvres. Donc, il y a une continuité du quotidien au sublime et non pas de rupture. Et l'idée de la rupture a fait en réalité beaucoup de mal parce qu'elle a condamné le peuple ignorant d'un côté et la haute culture de l'autre. No próximo bloco, historiador das ideias. As relações entre os diversos campos do conhecimento formam uma rede complexa de significados. A literatura revela a história, a política molda as artes plásticas. E é preciso um olhar afiado para desvendar essas relações e estabelecer novas conexões até então desconhecidas. Neste último bloco do Café Filosófico, Todorov comenta a sua própria trajetória intelectual. Je n'ai pas coupé les ponts avec la littérature, j'ai cherché plutôt à l'intégrer dans un ensemble plus vaste. Par exemple, j'ai écrit, après la conquête de l'Amérique, j'ai écrit un autre livre sur un sujet proche, qui s'appelle Nous et les autres, qui parle des idées sur la diversité humaine telles qu'on peut les observer dans la tradition française. Et parmi les auteurs que j'étudie, il y avait des philosophes, disons des essayistes comme Montaigne, ou comme Montesquieu, ou comme Rousseau, mais il y avait aussi des romanciers comme Chateaubriand, comme Pierre Loti, comme Victor Ségalen, comme Antonin Artaud, enfin des poètes. Bref, la littérature faisait partie de mon corpus, de ce que j'ai étudié. Ensuite, il y a eu ce livre « La beauté sauvera le monde » qui est consacré à 3 écrivains. Et pour analyser le projet vital, le projet de vie de ces 3 écrivains, j'ai eu recours à leurs données biographiques, mais j'ai consacré beaucoup de temps à les lire aussi, et notamment leur correspondance. Mais je pense que la correspondance d'auteurs comme Rilke ou Tsvetaeva se place à un niveau extrêmement élevé et non moindre que leurs poèmes. Je considère ces épistoliers qu'ils ont vraiment atteint presque le sommet de leur œuvre dans leurs lettres. Maintenant, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai pris aussi l'habitude de traiter un autre type d'expression artistique qui est la peinture figurative. J'ai donc écrit d'abord ce livre sur l'éloge du quotidien. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éloge de l'individu, qui porte sur la peinture flamande du XVe siècle, parce qu'il se trouve que les peintres flamands du XVe siècle, c'est-à-dire Van Eyck et ses contemporains, ont été les premiers
à s'intéresser à l'individualité de l'être humain. Alors même qu'en Italie, à la même époque, on représentait l'idéal humain, en Flandre, dans le Nord, on voulait représenter ce que l'individu avait d'unique. Et cet événement dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la sensibilité, s'est manifesté pour la première fois dans la peinture. Donc j'ai écrit là-dessus. Et puis, beaucoup plus récemment, j'ai publié un livre sur Goya, qui est de nouveau un livre d'analyse de la peinture en même temps que de la pensée. Car je pense que Goya n'était pas juste un peintre, il était un peintre génial, mais il était en même temps un penseur de tout premier ordre, un des plus grands penseurs que l'Espagne ait produit, et l'un des plus grands penseurs des Lumières, car il était une sorte de auteur concluant la période des Lumières, devenu sensible pas seulement à ses charmes, à leurs charmes, mais aussi à leurs ombres. Et pour cette raison, le livre s'appelle Goya à l'ombre des Lumières, parce que les Lumières ont aussi leur ombre. Donc là aussi, j'ai un peu abandonné la littérature en un sens, mais je n'ai pas abandonné la matière artistique elle-même. Non, la littérature me reste très proche, mais je me suis intéressé à un champ plus large, dont la littérature est presque le dessert, la partie la plus agréable peut-être avec la peinture, mais qui est mieux comprise si on élargit le contexte, si on voit cela dans le cadre de la vie sociale tout entière. Je sais que c'est un peu déroutant d'avoir touché autant de sujets, mais il me semble maintenant, quand j'approche quand même de la fin de ce parcours, que après tout, j'ai été un historien. J'ai été un historien qui seulement a voulu ne pas s'en tenir à une reconstruction stricte du passé, mais faire entrer le passé en dialogue avec le présent. Et au début de mon travail, où j'étais plutôt sémioticien ou théoricien de la littérature, c'était, je dirais aujourd'hui, une période au cours de laquelle je m'intéressais aux instruments de lecture. Mais une fois qu'on a décidé quels sont les instruments de lecture et de travail dont on va se servir, on peut s'en servir pour de vrai. On ne va pas passer toute sa vie à polir la perceuse il faut commencer à construire une maison avec les instruments dont on dispose. Moi, je venais en France avec un préjugé contre l'analyse idéologique, parce que cette cette préoccupation avec l'idéologie était impossible, elle était contrôlée par le parti. Donc je n'avais pas m'en occuper. Or en France, il y avait une sorte de reflux du marxisme à cette époque, dans les années 60, et donc une montée du structuralisme. Mais moi, je ne savais pas que ce que je faisais avait un rapport avec le structuralisme. C'était une sorte de rencontre fortuite, mais qui m'a servi. Si je suis venu au Brésil en 1969, c'est-à-dire j'avais à peine 30 ans à l'époque, et j'avais très peu écrit, c'est parce qu'on disait « Ah, mais c'est un monsieur qui travaille sur le structuralisme, il va vous dire
ce que c'est que le structuralisme. Estructuras narrativas. Alors, j'ai profité, disons, par la coïncidence de tout cela. Et puis, je pense que c'était des choses nécessaires à faire, qui manquaient. Il y avait une sorte de tâche aveugle dans les études littéraires de l'époque, mais qui a été très largement éclairée depuis cette tâche. Et donc, j'ai pu m'occuper d'autre chose sans aucun regret. Donc maintenant j'écris que je suis un historien et essayiste. J'ajoute ce mot d'essayiste pour indiquer cette dimension de relation avec le présent, de réflexion plus générale, sans que je me considère comme un philosophe. Parce que la philosophie que mon ami Luc Ferry, par exemple, pratique, c'est une pensée des fondements de l'existence, de la connaissance, de l'être, et c'est un niveau d'abstraction qui ne m'est pas accessible, ni qui ne m'attire pas. En fait, quand je parle des questions philosophiques, c'est sous l'angle de l'histoire des idées. Donc je reste là aussi historien de la culture européenne des 5 derniers siècles, qui pratique des coups de sonde ponctuels sur des sujets que j'essaye d'approfondir, mais que je ne relis pas en tout parce que je n'ai pas la capacité de tout connaître, évidemment. Ce serait dérisoire de le vouloir. Neste Café Filosófico, o historiador das ideias Tsvetan Todorov falou sobre sua vida, sua trajetória intelectual e sobre a delicada situação em que a democracia mundial se encontra. Até o próximo café. Tchau.